Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le jour des questions et des réponses. Vous me posez vos questions et j'y réponds. Que ce soit des questions que j'ai en MP, dans les commentaires, lors de nos échanges, lors de rencontres dans la rue, des questions que vous posez à mes enfants, des questions que je sais qui circulent mais qu'on n'ose pas toujours poser. Bref, c'est le moment où je carte sur table. Et pourtant, là, je parle d'un sujet qui pour moi est très basique, mais qui revient souvent. Donc c'est à mon avis quelque chose qui vous interpelle ou en tout cas qui vous questionne. C'est l'instruction en famille. Alors moi, il faut savoir qu'avant d'être nomade, je faisais déjà l'instruction en famille. Ça n'a pas été quelque chose de corrélé. Ça a facilité le fait de devenir nomade parce que je n'avais pas déjà cette obligation de scolarité, de rythme scolaire. J'avais pas de ce problème à ajouter dans mon quotidien, à me dire il faut que je déscolarise mes enfants, il faut qu'ils quittent leurs amis. Voilà. Moi, ils n'avaient jamais été à l'école, nous faisions déjà l'instruction en famille, depuis toujours. Quand on a eu Gary, c'était en 2016, donc Iris, elle avait 9 ans. Et elle était déjà en IEF depuis toujours, on a déjà fait le tour du monde, et rapidement on est parti en voyage régulièrement. Donc l'instruction en famille était juste la possibilité supplémentaire. Moi, j'avais le boulot qui me permettait aussi, Mathias aussi. Voilà, ça n'a pas été un frein. Beaucoup me posent la question parce que quand tu veux devenir nomade et qu'en plus tu dois déscolariser tes enfants ou commencer l'instruction en famille, ça rajoute, je ne vais pas dire une problématique, mais ça rajoute un élément supplémentaire inconnu. Mais peut-être avant ça, qu'est-ce que l'instruction en famille? Parce que moi qui baigne dedans depuis toujours, je connais le sujet de fond en comble. Je sais que depuis la Covid aussi, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus connu, beaucoup plus courant, et beaucoup ont confondu ce qu'ils ont vécu pendant la Covid. Et voilà, donc l'instruction en famille, c'est le fait, à la base c'est un droit, la Constitution, qui permet à chaque parent de choisir le mode de scolarité qui convient à ses enfants. Avant, c'était sous une formule de déclaration, c'est-à-dire que tu prévenais le rectorat, tu prévenais ta mairie, que tu allais faire l'instruction en famille. Et ça s'arrêtait là. Derrière, tu avais des contrôles par l'éducation nationale tous les ans et un contrôle social souvent par la mairie tous les 2 ans. Moi, je vous dis que le contrôle social, je ne l'ai jamais eu malgré mes déclarations. Après, j'étais un petit village, le maire me connaissait, il me voyait aux activités et tout, donc je pense qu'il n'avait pas envie de s'emmerder avec l'aspect social parce que. Voilà. Mais bon, techniquement, il était en devoir de le faire. Et les contrôles, je n'ai très très peu eu parce que j'ai pas toujours été en France au moment où il fallait les faire. Tant mieux pour moi et pour mes enfants. Que j'avais un inspecteur qui était très très cool. Et qu'après, j'ai un peu disparu dans la nature et personne n'a trop cherché à savoir où j'étais. Tant mieux pour moi. Depuis quelques années, c'est sous le système d'autorisation, de demande d'autorisation. C'est-à-dire qu'on demande à faire instruction en famille sous un prétexte, pour une raison bien précise, il y a 4 catégories. Et après, on te dit oui ou on te dit non, argumenté ou pas argumenté. Ça a changé énormément la donne. C'est quelque chose que moi personnellement j'ai pas vécu et qui je sais est un problème. Donc ça j'en parlerai je pense dans d'autres vidéos, dans d'autres sujets, l'aspect vraiment droit et devoir par rapport à l'instruction en famille. Mais de fait, on va dire, imaginons, vous voulez faire l'instruction en famille et vous avez eu votre autorisation, tant mieux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites grosso modo avec votre enfant? Et là, il y a autant de familles en IEF que de façons de pratiquer l'IEF. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle. Il y en a, ils vont faire des cours par correspondance avec des organismes différents. On a le CNED, on a les cours Sainte-Anne, on a les cours Michel, je crois, on a des cours un peu plus souples, on a des cours un peu à la carte. Ils vont prendre un peu de scolaire pour certaines matières, pour le français, pour le maths. Après, ils vont faire un peu de world living, donc de connaissances vivantes. Ils vont faire des pédagogies particulières, Montessori, Steiner, Waldorf, Reggio, Freinet. Non. Pour ceux qui connaissent, je leur parle un langage qu'ils connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je leur parle chinois. Ça viendra avec le temps.
Moi, en ce qui me concerne, mes enfants, au départ, c'était énorme. Moi, tout petit, hein, c'est facile. Moi, un enfant, qu'il ait 3 ans ou 6 ans, en termes d'apprentissage, c'est assez cool parce que c'est la vie à la maison, c'est la vie au quotidien. Moi, j'étais très portée sur Montessori. J'ai fait beaucoup de Steiner Waldorf, avec la table du temps, avec la roue des saisons, avec énormément de rituels, énormément de choses tirées de notre environnement immédiat, de la vie autour de nous. C'était très très facile pour moi. Donc on faisait vraiment plutôt du unschooling. On a fait aussi beaucoup de Charlotte Manson, ce qui est la pédagogie des livres vivants. C'est-à-dire que n'importe quel sujet qu'un enfant peut aborder, on peut le trouver dans le livre, et qu'importe le livre, qu'il soit pour lui ou pas pour lui. Je pense souvent à l'exemple d'Anaka qui voulait étudier le corps humain. À 4 ans, il lisait, entre guillemets, parce qu'à 4 ans, il ne savait pas lire. Mais en tout cas, il feuilletait mes livres de kiné de fac. Parce que moi, j'ai fait une fac de kiné à Bruxelles. Donc, voilà, c'est complètement différent que la maternelle où tu vas être en rond, faire des gommettes. Aujourd'hui, tu as dessiné le soleil, des lapins, parce que c'est le printemps. Voilà. Moi, mes enfants, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Nous, on a fait des chants de Noël au mois de juillet, parce qu'à ce moment-là, ils avaient envie. Même si en général on respectait la rythme des sons, mais voilà, ils ont fait ça. Après, nous, on suivait énormément. Voilà, moi, quand c'était l'automne, on allait chercher des marrons, on faisait des sculptures avec des petits marrons. On a fait tout un tas de trucs autour. On faisait des herbiers. On a fait énormément des labbooks. Voilà, sur des thèmes. Ils ont fait sur l'astronomie, parce qu'ils étaient fans d'astronomie. Donc, ils découpaient les planètes, ils écrivaient des infos sur les planètes, et ils construisaient comme ça leurs petites propres ressources. Qui en termes d'apprentissage est exceptionnel parce que l'enfant il s'approprie vraiment le savoir, il va le chercher, il le met en place et il l'apprend. Donc c'est très différent de dire bah, tiens tu vas étudier ça. Non, voilà ce que tu as envie d'étudier, ok, on va partir de ce que tu as envie et on va voir comment on peut le décliner. Moi j'ai énormément marché comme ça, beaucoup de choses de manipulation aussi, tout ce qui était en maths. On a fait la base décimale avec le cube de 1000, avec avec le cube de 100, avec les barres de 10, avec les petites dizaines. C'est une méthodologie, ça s'appelle. Il y a la barre décimale et il y a les cuisinaires. Voilà. Il y a encore, je suis peut-être dans mon camping-car parce que les maths ça a été longtemps un truc compliqué à intégrer chez moi. Pour Eris en tout cas. Bon, le côté vraiment mathématique appliquée, addition, soustraction, machin, vraiment à la base décimale. Qui, quand on a un cerveau qui n'est pas. Le côté abstrait peut être compliqué pour certains enfants. Donc passer par la manipulation est exceptionnellement plus facile. Voilà, mais après, je connais des familles, moi, qui prennent des cours par correspondance, où ils reçoivent le cours, et c'est du pur scolaire, et ils suivent tel cours. Alors l'avantage des cours comme ça, c'est que c'est vraiment le programme scolaire, et qu'en général, tu n'as pas à t'embêter à valoriser ce que l'enfant fait pour que ça corresponde à ce qu'il est censé faire. Pour les fins de niveau, par exemple. Moi, quand j'avais les contrôles, il fallait que je notais tout ce qu'on avait vu, fait, exploré, les trucs lus et tout, et à quoi ça pouvait correspondre dans les attendus de fin de cycle. Mais c'était mon fonctionnement et j'étais très à l'aise avec ça aussi. Je sais pour certaines familles c'est compliqué. Et moi j'ai pas non plus eu l'époque où il y avait le livret pédagogique à faire. Non, voilà, j'ai eu la chance d'être à un domaine où c'était plus cool. Mais l'instruction en famille, elle part simplement du fait que l'enfant, il apprend en famille, comme le nom le dit. Mais c'est pas forcément que la famille non plus. Ça peut être, on peut faire aussi appel à des précepteurs extérieurs, on peut faire appel à des cours particuliers. Moi, ma fille, elle a fait de l'anglais avec un prof à un moment donné. Elle a des cours de dessin avec un prof extérieur en visio. Ça peut être aussi des cours de sport. Il y en a, je sais, qui font appel à des professionnels par rapport à ça. Voilà, comme un cours de musique par exemple, on va dans une école de musique ou un conservatoire, il y en a qui font ça pour d'autres domaines. Donc ça peut être aussi un autre membre de la famille, ça peut être un grand-parent, ça peut être n'importe qui en fait. À partir du moment où l'apprentissage est donné dans un cadre non scolaire. Après, il y a peut-être des écoles voilà, qui acceptent qui est le côté on vient quand on veut pas, ça c'est assez rare, en tout cas en France. Mais l'instruction en famille, c'est vraiment le partir du principe que l'enfant apprend en dehors de l'école, du système scolaire traditionnel, classique. Et du coup, forcément, toutes les formes d'apprentissage qui existent et qu'on peut inventer rentrent dans cette catégorie-là. C'est pour ça que c'est très très large
et qu'il n'y a pas une seule façon de faire l'instruction en famille. Même si je reconnais que pour certaines familles, c'est compliqué d'imaginer autre chose, quand elles ont connu que le système scolaire, quand il y a un tel formatage qu'elles n'imaginent pas comment on peut apprendre. Et moi j'en ai énormément qui me disent ouais, mais comment est-ce qu'ils peuvent apprendre? Comme quand toi tu apprends un nouveau truc, tu ne vas pas à l'école tous les 4 matins quand tu as envie d'apprendre un nouveau truc. Tu as la motivation, tu as les bouquins, tu as les vidéos, tu as ton intelligence naturelle, j'ai envie de dire, tu as les ressources que tu vas chercher. Voilà, nous là, il n'y a pas très longtemps, on a assisté à une nuit des étoiles avec une asso d'astronomie. Nous, les enfants, on aime beaucoup l'astronomie, on adore ça. Et là, on a encore appris des choses parce que le monsieur, avec son petit laser, il nous pointait telle nébuleuse, telle galaxie. Il nous parlait de, voilà, on regardait un super télescope. Pourquoi telle étoile, on la voyait qu'elle était bleue, l'autre elle était orange. Voilà. Apprentissage sur le tas. Et c'est ça l'instruction en famille. Il n'y a rien de plus facile. Je me souviens aussi quand c'était l'époque des élections municipales, présidentielles, j'ai emmené les enfants avec moi au truc de vote pour leur montrer comment ça se passe vraiment. Donc l'éducation civique en application, vraiment, voir comment ça se passe. Et ça pour moi c'est vraiment le côté libre de l'instruction famille et le côté intelligent. C'est que l'enfant il va comprendre parce que c'est à sa portée, parce que c'est adapté à ce qu'il veut faire. J'ai rien contre l'école, mais je trouve comme très aberrant de demander à des enfants qui sont en pleine possession de leurs moyens moteurs et tout, d'être assis pendant des heures à écouter et être passif. C'est l'inverse, en tout cas, de comment on est censé apprendre, de comment on peut bien apprendre. Donc, je vais résumer, l'instruction en famille, c'est tout ce qui permet d'apprendre autrement qu'à l'école. En France, il y a une loi bien spécifique avec ça, avec tout un tas de décrets. Aujourd'hui, il faut demander l'autorisation. Il y a énormément de sites en ligne qui en parlent. Je pourrais vous mettre les liens des grandes assos d'IEF qui peuvent vous aider à monter les dossiers pédagogiques, qui peuvent vous aider à constituer les dossiers, à savoir un peu dans quoi vous vous lancez. Et rapprochez-vous d'autres familles. Il y a plein de groupes Facebook par département et tout, parce que des familles en IEF, il y en a partout. Allez à la rencontre de ces familles-là si vous êtes intéressé. Allez à poser des questions. Moi, quand j'étais à Podensac, j'appartenais à Homeschooler, qui est une grosse asso près de Bordeaux. J'étais trésorière et je faisais partie aussi de ceux qui accueillaient les nouvelles familles le vendredi. Et donc, restez pas avec vos questions, restez pas avec vos inquiétudes. Il n'y a rien d'insurmontable là-dedans, peu importe aussi la capacité de votre enfant, son profil, ses résultats scolaires, s'il est scolarisé, s'il n'est pas scolarisé, s'il y a une phobie scolaire. Rien n'est impossible en instruction en famille et que ce soit surtout pas un frein si vous avez envie d'être nomade et que si vous sentez l'élan, moi je vous encourage vraiment à le faire. Et puis si vraiment vous voulez reposer sur le scolaire, vous avez énormément de sites en ligne gratuits, de sites en ligne payants et de cours par correspondance adaptés à tous les niveaux, à toutes les bourses et avec des exigences aussi particulières parce que tous ne se valent pas. Donc il y a vraiment pour tout le monde, donc il n'y a pas que l'école. Voilà. L'instruction en famille, c'est le plus qu'il y a. Voilà. Il y a l'école et il y a tout le reste. Donc à vous d'aller voir ce que le reste propose. Ciao, ciao.